Bonjour, Monsieur Sam. Oui, bonjour. Alors, ma première question c'est, que pensez-vous de la nomination de Monsieur Pape Alé Niang comme directeur de la RTS? maa ngi lay nuyu di la ziar di sant yàlla di ci yonent bi di nuyu sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di nuyu maa ngi baax ñi fi nekk ñëpp di remercier sama auditeurs yi nga xam ne ñoo nekk découverte di ko suivre di xool li xew li ñuy génne ci njàngat te li xew ci réew mi di ko def ci dal di ko def ci xam-xam ci li ñu man pour uniquement servir suñu réew ñaan yàlla aussi lépp lu ñuy wax mu am njariñ ci réew mi Pape Alé Niang nag question boobu ba ma laajee nag ci sawar ndaxte Pape Alé Niang man sama élève la woon dama ko jàngal sama étudiant la woon suñu ko namee RTS du ma def lu dul kontaan ci te bu demee RTS tamit ay moromam la fay fekk am naa fa yeneen étudiants yu fa nekk ci mel ni Daha Ba nga xam ne mooy directeur de la télévision nationale ci mel ni Ousmane Ngari Faye nga xam ne mooy directeur de l'information ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc Pape Alé Niang li ma koy digal daal mooy bu demee ne def un management participatif parce que journaliste la Pape Alé Niang man maa ko soutenir loo master am man ak benn journaliste bu mag bu nekkoon RTS dafa décédé te à son âme yàlla na ko yàlla xare àjjana bu tudd Antoine Ngor Faye ñu ñaar ñoo ko soutenir master am mu nekkoon étudiant bu xarañ bu curieux bu ambitieux te tamit am na ay qualité Pape Alé Niang am na xarañ am na fit ci li muy def Pape Alé Niang à la carrure Pape Alé Niang à l'envergure il a tout simplement et surtout la légitimité historique moo tax dire que Pape Alé Niang jox ñu koy jox RTS yooyu loolu vraiment wax bu daanu ci saret la Pape Alé Niang mérite bien le poste te Pape Alé Niang est suffisamment intelligent xam na ni ñi muy servir sax ñi muy liggéeyal parce que aussi ñi la nommé ñoom ñoo bëgg nga defal leen liggéey bi ñu bëgg ñu Pape Alé xam na ni ñoom bëgguñu mu def ni ñu doon defal régime ba passé mu nekk benn mainmise sur la RTS loolu boo ko defee sax da ngay desservir le régime actuel Pape Alé Niang xam na ko donc pluralité boobu mu wax muy woote je sais que dina ko appliquer ci li mu man rassembler les frustrés ñi meroon dem mu rassembler ñëpp waxtaan ak ñëpp dajale rassembler appliquer le management participatif du ko teree nag conserver sa fermeté et son autorité en tant que directeur général loolu daal laa koy jox man ci conseil di ko ñaanal beaucoup de chance à la tête de la RTS. D'accord, merci professeur. Alors, pourquoi les universitaires ne font pas de la politique? Oui, c'est vrai, loolu dañu koy reprocher souvent naan universitaires yi duñu politique dañuy nekk université ils sont dans une autarcie mais de plus en plus nit ñaa ngi def politique quand même man maa ngi koy def même si c'est modérément parce que les gens me prennent comme un profil de technocrate mais quand même j'ai un parti politique que j'ai pas trop remué c'est vrai boo gisee ku ci mel ni Mary Teuw Niane mais Mary Teuw Niane c'est l'un des plus grands intellectuels africains Mary Teuw il a été docteur en mathématiques il a été chef de département il a été un animateur très positif du SAES Mary Teuw a été recteur de l'université de Saint-Louis Mary Teuw a été ministre de l'enseignement supérieur ak li mu fi indi yëpp comme innovation donc Mary Teuw bu ko neexoon mu dem fu ko neex ci àddina bi jàngale fa mën naa am salaire bu 10 fois plus que li mu koy jox fii au Sénégal donc c'est un patriote boo xam ne war nañu ko encourager aujourd'hui c'est un sage parce que Mary Teuw est entouré presque de ses étudiants donc ku ñu war a encourager la bu ko neexoon mu def la fuite des cerveaux on a des collègues à l'université qui sont partis aux États-Unis ña nga fa te xam nga boo demee États-Unis moom daanaka tu es 10 fois mieux payé ba noppi tu n'as pratiquement pas de retraite da ngay liggéey rek ba doyal Mary Teuw pouvait faire ce choix là mais defu ko dafa toog Sénégal di ñafe ànd ak la nouvelle génération di leen accompagner di leen éclairer donc ku ñu war a encourager la
parce que c'est une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique. Que pensez-vous de la visite de Mélenchon au Sénégal? Oui, la visite de Mélenchon au Sénégal, ça se justifie et ça peut se comprendre parce que Mélenchon, depuis que le Sénégal est dans les troubles, il s'est très vite positionné en faveur de l'opposition. Certainement, il avait constaté les brimades, les emprisonnements et les morts. Et le Sénégal est en train de basculer vraiment vers autre chose que la démocratie. Le président Macky Sall a beaucoup fait, mais le dernier mandat a connu des dérives liées certainement à beaucoup de paramètres dont on ne va pas revenir ici. Mais Mélenchon, Union Dakar, ça se comprend, ça se justifie, parce qu'il s'est toujours battu pour Ousmane Sonko. C'est l'homme politique français qu'on a le plus vu monter au créneau pour défendre, en tout cas, le PASTEF. De ce point de vue-là, il est tout à fait normal que Sonko invite à Dakar, dans un cadre pas étatique, ni officiel, mais privé. Ils ont abordé certaines questions sensibles, comme les LGBT. Mais il faut comprendre Mélenchon, parce que Mélenchon est venu en tant qu'homme politique, mais tout va bien. C'est le mot occidentaliste. Moi, cette culture. Alors, nous avons une culture définie, nous devons adopter. C'est Roger Garaudy qui dit l'Occident confond occidentalisation et universalisation. Tout ce qui est occidental est universalisable. Là aussi, l'imam Khomeini dit en Iran, l'Occident veut confisquer l'universalisme. Mais c'est Mélenchon, culture, l'homme culturel, façonné, formaté dans la culture occidentale, qui se prononçait sur les histoires de LGBT. Par conséquent, Sonko l'a répondu de la façon la plus diplomatique possible, parce que le Sonko opposant, radical, quand il parle, ne peut pas être le même que le Sonko homme d'État. Il a beau dire je suis là pour diriger comme président du PASTEF, mais les gens le regardent aussi comme le premier ministre du Sénégal. Donc, j'ai entendu un étranger, je ne sais pas s'il est béninois ou malien, dire que Sonko, ce qu'il a dit, c'est la démagogie, parce qu'il ne s'est pas présenté comme le Premier ministre, mais il s'est présenté comme le président du PASTEF. Mais Sonko n'a pas besoin de casser des œufs avec des marteaux. Il s'agit de dire simplement à Mélenchon que nous ne ferons jamais la promotion de l'homosexualité chez nous. Mais nous l'avons toujours traité selon nos codes et nos réalités socioculturelles. Lolo aussi, on n'a pas besoin d'être radical ou d'être dur en répondant à Mélenchon sur ce point-là. Et puis, Sonko ne l'a pas reçu en tant que Premier ministre, il l'a reçu en tant que chef de parti. Parce qu'il ne faut pas mélanger les torsions et les serviettes. Quand on veut développer des préjugés, on le développe forcément. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de chat à fouetter à ce niveau-là. Sonko lui a répondu aussi bien sur l'homosexualité, aussi bien sur le franc CFA. Sur le franc CFA, il a privilégié la prudence en disant que, en expliquant la nécessité pour nous d'avoir une monnaie, mais à l'échelle sous-régionale. Une solo, nous de créer son monnaie, ça aussi, c'est pas responsable. Quand on le reproche, le gars dont je parle, l'étranger qui a fait une vidéo là, quand il reproche à Sonko de ne pas parler des États du SAES, des États, de l'association des États sahéliens, je crois, le Mali, le Niger, le Burkina, mais Sonko s'apprête à aller là-bas. Il n'a pas besoin de parler de ça avec Mélenchon. Il n'a pas besoin de livrer ce qu'il doit parler au Mali dans cette instance-là, universitaire. Ça n'a pas de sens. Donc, il ne pouvait pas aborder toutes les questions. Mais il s'est prononcé sur quelques grandes questions phares, comme le franc CFA, comme la présence de l'armée française, aussi Varnati. Mais non, ça ne peut pas durer. Ça ne remet pas en cause le départ de l'armée française, ne remet pas en cause les accords de défense, mais un pays indépendant ne peut pas accepter qu'il y ait une armée sous son territoire. Des bases militaires dont leur présence n'a aucune signification. De ce point de vue-là, il a été très clair. Mais quand on prend un pouvoir tout juste 1 mois, 20 jours, 30 jours, on n'a pas tout le temps de faire ce qu'on veut. On y va mollo mollo, et je pense que les Sénégalais doivent être patients par rapport à ça.
Parlez-nous de la baisse des prix annoncée le 15 mai. Merci beaucoup. La baisse des prix, c'est une question très complexe. Parce que moi, j'avais abordé ça dans mes anciennes émissions. Il y a deux volets, le volet conjoncturel et le volet structurel. Et le volet conjoncturel consistant à baisser les denrées en discutant avec les acteurs. Le volet structurel consistant à agir sur l'économie de manière à les diminuer de manière assez considérable relativement. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que le problème, c'est que nous ne mangeons pas ce que nous consommons. L'huile, on l'importe. Le pain, le blé, on l'importe. On importe tout. Bon, l'essence, tout ça, l'État a mis des taxes. Donc, je pense que ce qu'on doit faire, c'est essayer de diminuer, mais il ne faut pas rêver. Il avait dit le 15, il a identifié des prix, excusez-moi, il a identifié des produits, mais il va ensuite discuter avec les acteurs pour avoir une baisse qui ne sera pas extraordinaire, bien entendu. Mais je crois qu'avec le temps, ils vont essayer d'agir sur la structure économique, par exemple, vraiment revoir un peu, parce qu'ils ont trouvé ici un budget qu'ils ne maîtrisent pas à 100%. Donc, il faut qu'on essaie de revoir un peu au niveau des taxes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prélever, demander aux sociétés étrangères aussi de payer les taxes. Toutes les sociétés étrangères doivent payer des taxes, dénicher disons, des moyens financiers dans certaines parties de la structure économique, essayer d'encourager le secteur privé, parce que le secteur privé aussi doit jouer un rôle important, mais ne colportons pas les idées occidentales, pensant que c'est le secteur privé qui recrute en Afrique. Nous n'en sommes pas encore arrivés là, nos économies sont encore faibles, notre secteur privé est encore embryonnaire. Ce que nous devons faire par contre, c'est que l'État doit continuer non seulement à recruter des jeunes, mais à appuyer le secteur privé de manière à ce que nous ayons des PME et des PMI, des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries qui vont, avec le temps, avoir la possibilité de recruter les jeunes. Parce que notre secteur privé est encore embryonnaire. Si vous comptez les capitaines d'industrie au Sénégal, par exemple, vous n'en avez pas 5. Vous allez difficilement prononcer 10 noms. Donc, on a encore un secteur privé faible qui ne peut rien faire contre le chômage. Il faut que l'État les accompagne, les aide, les encadre, jusqu'à ce qu'on ait des capitaines d'industrie assez puissants, de manière à ce que l'on puisse vraiment avoir deux types d'embauchement, de l'État, venant de l'État et venant du secteur privé. Mais colporter des idées étrangères pour dire que oui, c'est le secteur privé qui doit recruter, ce n'est pas l'État, ça c'est archi faux. Parlez-nous du foncier actuellement au Sénégal. Le foncier au Sénégal, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, je l'avais dit, et je reviens sur ce que j'avais dit. Et ma façon de voir les choses est très simple. Il faut que l'État du Sénégal, à travers la commission qui a été mise par Ousmane Sonko, fasse l'évaluation du foncier, l'audit du foncier. Tout ce qui est terre, tout ce qui est foncier, c'est-à-dire tout ce qui est terre cultivable, tout ce qui est immeuble, des Almadies jusqu'à Lagos, jusque dans les régions, Mourkat. On va essayer de voir comment les gens ont acquis ces terrains-là. Parce que vous ne pouvez pas, il faut d'abord construire là où on doit construire. Il faut ensuite expliquer comment tu as fait pour construire. Parce qu'on ne peut pas avoir un salaire de 3 millions, 5 millions et construire en 6 mois et même en un an un immeuble de 4 milliards, 3 milliards. C'est ça qu'on appelle l'enrichissement illicite. Il faut prouver comment vous avez fait, le propriétaire du terrain doit expliquer, ou de l'immeuble, comment il a fait pour construire cet immeuble-là, alors que ses moyens ne lui permettent pas. Maintenant, si on constate que tout est en norme, il n'y a pas de problème. On lui laisse son terrain. Si on constate que les pièces fournies ne sont pas claires, mais dans ce cas-là, on remet l'affaire à la justice. Et que c'est la justice maintenant qui va trancher, lui demandant de payer, ou en tout cas, parce que dans un pays aussi, il faut qu'on sanctionne. Si on ne sanctionne pas, ce n'est pas bon. Les gens qui sont riches immensément sur le dos des populations, on ne peut pas laisser ça passer. Si le gouvernement, Diomaye Sonko, laisse passer cet aspect-là, ils auront raté le coche. Les gens qui ont volé l'argent du pays, on doit les sanctionner.
On confie à quelqu'un des denrées, des deniers publics, il doit les gérer plus avare même que sa propre propriété. Par conséquent, on ne peut pas laisser les gens, vraiment, ils sont au courant, on leur demande de venir, ils n'ont qu'à venir se manifester. Il y a les lanceurs d'alerte, il y a tout, mais on ne peut pas laisser ça. Il faut un diagnostic pointu et remettre ce pays-là à l'ordre. L'argent récolté peut être versé dans les hôpitaux, on a des malades, les gens ne mangent pas, les gens ne se soignent pas. On va reverser ça à l'école, on va reverser ça à l'université. À l'université, on a besoin de professeurs. On a besoin de l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Tout ça, il faut qu'on le fasse. Les rapports d'audit sont sortis en masse ces temps-ci. Qu'en pensez-vous? Oui, les rapports d'audit, c'est comme j'ai dit pour le foncier, il y a beaucoup de rapports d'audit qui sont sortis. On dirait que c'est des souris qui étaient cachées dans le sous-sol. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les rapports qui sont sortis, il faut les présenter au juge. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on ne peut pas condamner quelqu'un de façon unilatérale. Il faut que ce dernier aussi apporte sa contre-expertise ou son contre-rapport. S'il apporte des éléments de contestation qui sont valables, on les laisse partir. Si on accuse quelqu'un, il faut qu'on laisse le temps à l'accusé de se défendre. Ça, c'est entre lui et la justice. C'est aussi simple que ça. Les gens qui sont épinglés n'ont qu'à aller se défendre. S'ils sont propres, ils vont s'en aller, libres comme l'oiseau. Mais s'ils sont épinglés, mais ils seront sanctionnés. C'est aussi simple que ça. Le président Diomaye Faye a fait quelques visites récemment. Quelle analyse faites-vous de ces nouvelles visites? Oui, merci beaucoup. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est allé dans un pays comme le Nigeria, où il a parlé de questions monétaires. Il est allé au Ghana, où il a parlé des questions liées à la CEDEAO et aussi des questions monétaires. Je pense que c'est des visites extrêmement utiles, parce que l'approche monétaire doit se faire dans un premier temps dans un esprit sous-régional, parce que dans le contexte de la mondialisation, la prolifération des monnaies nationales n'a pas tellement de sens. Il faut donc agir dans un cadre d'intégration. Je vais insister sur le cas de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de panafricanistes et le personnel politique opposant de Ouattara en Côte d'Ivoire, du président Ouattara en Côte d'Ivoire, qui ont reproché au président Diomaye de n'avoir pas été très dur musclé, en tout cas d'avoir un discours musclé envers le président Ouattara. Mais je pense que j'ai pas écouté tous les discours du président Diomaye Faye, mais je pense qu'il pouvait quand même ajouter au président Ouattara que le Sénégal maintenant veut rompre avec la vision passée des relations entre le Nord et le Sud. Nous voulons des partenariats gagnant-gagnant désormais. Nous voulons travailler à une intégration beaucoup plus soutenue au niveau de la sous-région. Ça doit être nos premières préoccupations. Nous devons avoir une vision, disons, de protection de nos économies. Et sur ce plan même, je pense que le président Ouattara n'est pas figé, parce qu'il y a un journaliste français qui lui avait posé une question, lui demandant de réduire les coupes de bois avec l'exploitation du cacao, parce que la Côte d'Ivoire contribue à la pollution atmosphérique et à l'échauffement de la terre. Donc le président Ouattara était dans tous ses états. Il a dit aux journalistes que si on n'achète pas notre cacao, parce que le journaliste lui a dit que l'Union européenne veut boycotter le cacao ivoirien. Le M. Ouattara lui a dit que si vous n'achetez pas notre cacao, d'autres pays vont l'acheter. Et puis s'il y a pollution qui a pollué le monde entier, ce n'est pas vous les Occidentaux. 95% de la pollution mondiale, ce n'est pas vous. Il faut arrêter. Nous sommes une nouvelle génération aujourd'hui qui a un autre regard dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Les histoires de relations paternalistes et de colonialisme, là, c'est fini. Ça, c'est Ouattara qui l'a dit. Pour montrer que Ouattara lui-même, il a évolué. Donc, Bassirou Diomaye Faye aurait pu avoir un discours effectivement beaucoup plus musclé en Côte d'Ivoire,
en disant au président Ouattara, vous êtes un doyen d'âge, avec tout le respect que nous vous devons. Nous sommes maintenant vraiment pour une coopération totalement différente. Nous ne connaissons pas la colonisation, nous sommes pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est fini les histoires de francophonie, complexe d'infériorité, tout ça c'est fini. Et donc, à partir de maintenant, nous voulons que vous qui êtes nos doyens d'âge soyez au devant de la scène pour ouvrir une nouvelle page pour l'Afrique. Parce que vous savez, pour revenir un peu sur la visite de Mélenchon, la France, les acteurs politiques français, ils peuvent se chamailler. Ils peuvent avoir des relations très acerbes, contradictoires. Mais quand il s'agit de l'Afrique, dès qu'il s'agit de l'Afrique, la gauche et la droite se retrouvent. La gauche devient minable et rejoint la droite pour défendre les intérêts français. Ils ne se chamaillent et ne développent des contradictions qu'au niveau interne, des fois même agressives. Mais dès qu'il s'agit de l'Afrique, comme l'a toujours démontré, dit et démontré Cheikh Anta Diop, la gauche et la droite se retrouvent pour défendre les intérêts français. Merci, professeur. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Oui, mon dernier mot, c'est qu'il faut que les gens soient patients. Nous avons un gouvernement qui a tout juste fait une quarantaine de jours. Je ne suis pas là pour supporter aveuglément le gouvernement ou bien parce que je cherche quelque chose au niveau du gouvernement. Moi, je parle en tant que patriote pour l'intérêt du Sénégal et je l'ai toujours fait. Maintenant, il faut que les gens soient patients en sachant qu'en 40 jours, on ne peut pas tout faire. Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont en train de se battre et leur équipe, ils sont en train d'installer leur ministère. Il y a beaucoup de ministères qui n'ont même pas eu de secrétaire généraux, qui n'ont pas installé le secrétaire général, qui n'ont pas de personnel. Donc, un gouvernement qui s'installe, on ne peut pas le juger en même temps. Il faut laisser le temps aux gens qui viennent d'arriver, qui ont trouvé un budget. Si j'ai salué les 20 milliards que Sonko a augmenté à l'agriculture, c'est parce que c'est un pas. Mais je pense que pour vraiment avoir une bonne agriculture intensive qui puisse nourrir nos populations, il faut qu'on investisse massivement dans l'agriculture entre 500 milliards et 1000 milliards. Donc, ce que Sonko a fait, pour moi, c'est simplement symbolique. Mais il faut qu'on ait une très grande ambition pour l'agriculture, qu'on transforme ce que nous produisons, qu'on maîtrise la chaîne de valeur, qu'on exploite tout ce qui est positif sur la chaîne de valeur, si on transforme, parce que les Chinois viennent ici, ils prennent nos terres, ils cultivent, ils transforment, ils nous vendent 10 fois plus. Ça, c'est des choses qu'on doit arrêter. Les sociétés étrangères qui sont là au Sénégal depuis l'indépendance, certains même avant, doivent payer systématiquement des taxes. Tout ce qui est terre doit être nationalisé. Les Sénégalais doivent prendre les terres qui sont entre les mains des Indiens, des Chinois, des Israéliens. Ça, c'est une aberration. On doit les donner à des Sénégalais, qu'on cultive la terre, qu'on essaie de transformer ce que nous produisons, qu'on essaie de consommer ce que nous produisons. Parce que si on ne consomme pas ce que nous produisons, on va diminuer les matières et les denrées alimentaires. Vous achetez du lait chez quelqu'un. Alors celui-là, il ne diminue pas, toi tu dis que tu veux diminuer. Mais tu es obligé de subventionner. Si tu n'as pas les moyens pour subventionner, alors ça va créer des couacs. De ce point de vue-là, je crois, il faut qu'on sache aussi que la question de la diminution des denrées alimentaires est une question complexe, qu'on ne saurait traiter de façon démagogique, que le gouvernement communique avec les populations, de dire la vérité, pour qu'on puisse leur donner le temps de faire des diminutions crédibles. Parce que si on ne maîtrise pas le dollar, qui est une devise à travers laquelle nous faisons nos échanges internationaux, quand le dollar baisse et que nous avons diminué le pain au Sénégal, ça peut entraîner des effets de hausse. Quand le dollar monte, ça peut entraîner des effets de hausse. Quand le dollar baisse, ça peut entraîner des effets de baisse. Donc, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Donc, nous devons être prudents. Ces diminutions qui vont se faire sous peu ne seront que conjoncturelles et ne seront pas tellement extraordinaires. Hein. Ça, il ne faut pas que les gens rêvent. Mais je pense que nous avons des fiscalistes qui sont à la tête de l'État et qui savent, avec le temps, je veux dire dans un an, avec les perspectives qui sont liées à l'exploitation du gaz et du pétrole, je pense que le Sénégal peut, en tout cas, réduire carrément la vie chère, et l'État aussi doit faire un effort pour réduire le train de vie de l'État,
le Sénégal est un pays cher. Nous sommes l'un des pays les plus chers dans la sous-région. Le gaz et le pétrole viendront, je pense, remettre en cause cette tendance-là au bénéfice du peuple sénégalais.